Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel. أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج Femmes au pluriel. Alors ضيفة معنا اليوم هي Madame Ihsan Hawash. Notre invitée aujourd'hui, c'est Madame Ihsan Hawash. Alors on va vraiment, parce que le programme est très chargé, on va parler un petit peu de votre parcours, d'abord d'étudiante, de femme, de maman, mais aussi de comédienne aussi. Hein. Donc il y a plein de choses à dire autour de votre parcours. Bonsoir Madame Ihsan Hawash. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question. Donc, tout d'abord, donc je viens de dire, vous êtes d'origine marocaine et vous êtes maman. Mais avant, qu'est-ce que vous voulez encore dire de vous? Citoyenne bruxelloise. Tout simplement, citoyenne bruxelloise engagée. Engagée, ça c'est vrai, ça fait partie de votre parcours aussi, l'engagement. Alors, vous avez fait donc des études à Solvay, hein, vous sortez de Solvay, c'est pas commun hein, pour certaines, en tout cas dans certaines catégories de la population. Comment vous expliquez ça? Ben, j'explique ça tout simplement parce que, alhamdoulilah, j'ai eu pas mal de chance dans ma vie. Et une des grandes chances, c'était d'avoir des parents qui ont beaucoup poussé sur l'éducation, qui étaient très présents. Donc quand je vois aujourd'hui les jeunes, quelquefois je remarque que les parents sont quelquefois absents et il y a un vrai impact direct entre la présence des parents et la réussite scolaire. Donc moi, alhamdoulilah, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui étaient très axés sur l'éducation, qui nous ont poussés à aller dans des bonnes écoles, à faire des bonnes études, à pas baisser les bras. Et voilà, en fait, ça a été assez naturel en fait, pour moi de m'orienter vers l'université, dans le sens où voilà, ma grande sœur l'avait fait, voilà, on suivait un peu les voies et c'était normal pour nous, en tout cas dans ma famille, c'est normal d'aller à l'université et de viser en tout cas l'excellence dans tout ce qu'on fait. Vous êtes ingénieur commercial et donc vous travaillez dans le secteur de l'énergie ou bien ça c'était votre premier travail? Racontez-nous le choix de cette branche. Alors en fait quand j'étais aux études, fatalement comme je porte le hijab, ça avait posé quelques soucis et à la base moi j'étais partie pour aller à l'étranger. C'est-à-dire que je me disais bon, en Belgique on m'accepte pas comme je suis, moi je vais pas changer ce que je suis, donc je vais aller voir ailleurs. Et j'avais notamment travaillé à Londres pendant 2 mois. Pendant mes étés en fait, et j'avais déjà moi-même mon billet de train pour aller là-bas, signer un contrat, commencer à travailler là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est que la dernière année, je m'étais engagée dans le cercle Solvay, un peu comme ça par hasard, parce qu'on ne s'attend pas à avoir des personnes d'origine étrangère et des personnes aussi qui ne correspondent pas un peu au cliché de l'étudiant Solvay qui fait son baptême, qui boit beaucoup, etc. Et donc, voilà, donc c'était via des amis, je me suis dit pourquoi pas. Et en m'y engageant là, j'avais organisé le business game de Solvay qui était là. C'était la première année qu'on organisait un business game à Solvay. Et c'est là que j'ai été en contact avec des recruteurs, dont un des recruteurs, c'était mon actuel employeur toujours. Et qu'en fait, on est venu un peu avec une proposition d'emploi à laquelle je ne croyais absolument pas, parce que j'avais fait plusieurs entretiens. Et à chaque fois, j'étais recalée, à chaque fois, même si j'avais des bons résultats au test, même si les interviews se passaient très bien, j'avais toujours un peu ce problème. Alors, c'est le fait d'être d'origine étrangère, d'avoir un foulard, pas répondre à la culture de l'entreprise, ce qu'on me disait souvent, pour le dire poliment. Et donc du coup moi c'était vraiment parti sur le fait de partir à l'étranger jusqu'à ce que alhamdoulilah ça m'était un peu tombé dessus en fait, une offre d'emploi qui était super intéressante et depuis je m'épanouis, je change souvent et je m'épanouis pas mal dedans en fait. En tant que ingénieur commercial, est-ce que vous dites que vous avez des difficultés, est-ce qu'on n'a pas moins de difficultés quand on a fait des bonnes études et qu'on est voilé? C'est normal d'avoir, en fait, disons, au plus on se donne des outils, au plus on aura facile. Donc, c'est-à-dire que si on fait des études, ça dépend. Après, quelquefois, quand on est surqualifié, on a moins de facilité. Donc, il faut aussi avoir la bonne balance. Ça ne sert à rien d'étudier. Mais disons qu'il faut se dire qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et en fonction de ce qu'on veut atteindre, à partir du moment où on se donne les outils, fatalement, on laisse tomber déjà des barrières. Mais c'est vrai que nous, et quand je dis nous, je parle les femmes, les personnes d'origine étrangère,
on a besoin de faire plus constamment que les autres pour pouvoir faire ses preuves et toujours faire plus en fait. Et je pense que d'un côté c'est pas plus mal parce que ça nous apprend à viser l'excellence et l'excellence ça fait également partie des valeurs de notre religion. Et donc je pense que là-dessus c'est pas plus mal en fait de pouvoir devoir toujours se battre. Après, fatalement, c'est fatigant et ce n'est pas une société égalitaire. Donc c'est pour ça que dans nos batailles, c'est bien d'aussi se battre pour anéantir un peu de cette discrimination et arriver à une société plus égalitaire. Alors, on ne va pas trop rester sur ce sujet, mais est-ce qu'on est bien d'accord que le fait de réussir ses études ouvre un peu plus de portes, même si dans certains milieux, votre recruteur vous a fait confiance. Ouais. Pourquoi lui vous a fait confiance Je pense que c'est vraiment une question d'opportunité. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu une dame des ressources humaines en face de moi qui s'en foutait complètement. J'aurais pu avoir quelqu'un d'autre, et il y en avait d'autres dans la même société qui étaient contre, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment une question d'opportunité. Et ça, c'est un peu, dans la vie, tout ce qu'on fait, en fait, c'est toujours un peu de voir les opportunités qu'on a et de pouvoir les saisir. Et clairement, je veux dire, faire des études aujourd'hui, c'est une bonne chose par rapport aussi à notre intelligence, aussi notre développement personnel. Mais aujourd'hui, je dirais pas que c'est la seule façon, en fait, en quelque sorte, de réussir, en tout cas d'être épanoui dans sa vie. Il y a des personnes qui n'ont pas fait d'études et qui lancent leur propre boîte et qui se débrouillent très bien. Il y a des personnes, je veux dire, chacun en fonction de ce qu'il recherche dans la vie, va pouvoir en fait faire les choix qui lui incombent. Je pense pas que les études c'est la solution miracle. Ça aide, mais ça dépend ce qu'on veut faire en fait dans sa vie. Alors je le rappelle, vous êtes ingénieur commercial et vous êtes à la tête. Vous avez d'abord été à la tête d'une grosse équipe. Peut-être quelques mots sur votre travail. Moi c'est vrai que comme je vise l'excellence. Dans mon travail aussi, donc je travaille beaucoup. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est pas que tout n'est pas juste lui et à notre intelligence et notre chance. Il faut aussi beaucoup travailler. Donc voilà, c'est vrai j'avais été promue à la tête d'une équipe constituée d'ailleurs que d'hommes. Et c'était, je pense, 8. Donc on était 8. J'étais la seule femme et j'étais aussi la plus jeune. Quel était l'accueil qu'on vous faisait en tant que chef? Ce qui s'est passé, c'est que j'avais eu la chance d'avoir cofondé cette équipe, ce département. Donc j'avais une certaine légitimité parce que j'avais une connaissance, une expertise qu'on ne pouvait pas remettre en cause. Et à côté de ça, il y a des personnes qui l'ont mal pris, c'est sûr. Il y en a qui ne comprenaient pas pourquoi tout d'un coup c'était moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre, pourquoi pas quelqu'un de plus âgé, pourquoi pas un homme. Et en plus, j'avais aussi une remarque de quelqu'un qui me disait « c'est pas toi la fille de... » Et puis qui s'était retenue, c'est pas toi la jeune fille d'origine étrangère qui va être... Ouais, en plus, ça ils ne le disent pas. Et donc voilà, en effet, il y a des contraintes, mais je pense qu'à ce moment-là, il faut juste pouvoir réagir sereinement. Et quelquefois, l'humour, moi j'utilise beaucoup l'humour pour débloquer les situations et aussi montrer qu'on n'a pas peur, en fait. C'est-à-dire que s'ils veulent aboyer, moi je peux aboyer plus fort, en fait, c'est simple. Donc je pense que c'est toujours une relation de force aussi qui s'impose. On essaie toujours, déjà en tant que femme, on essaie toujours d'être un peu plus délicate. Pour ça, je pense que c'est une bonne chose d'essayer de régler les choses avec un peu de délicatesse. Mais quelquefois, il faut taper des points et il ne faut pas hésiter non plus à le faire, je pense. Et donc ensuite, vous travaillez toujours dans ce secteur. Peut-être quelques mots sur ce travail que vous faites actuellement? Actuellement, j'ai un rôle un peu commercial, mais à la fois, je travaille beaucoup parce que moi, j'ai toujours été portée par la gestion du changement. Et donc, je travaille beaucoup sur la gestion du changement, comment améliorer des choses, comment améliorer la façon de travailler. Et donc, moi, j'ai surtout un profil de gestion de projet, gestion de changement, et donc travailler avec beaucoup de gens. Moi, je suis quelqu'un qui me nourrit beaucoup, en fait, des interactions que j'ai avec les gens et aussi de voir qu'il y a un impact, donc ce que je fais, qu'il y a un impact, et également l'autonomie en fait. Donc chacun un peu sa façon de travailler, mais voilà, je suis quelqu'un qui travaille avec beaucoup d'autonomie et j'essaie toujours de trouver du coup d'avoir des supérieurs hiérarchiques qui me laissent cette autonomie, qui me laissent cet esprit d'initiative et la créativité aussi. Et voilà, après je pense que chacun fait un peu son job comme il veut le faire. Et ça, je pense que c'est aussi important de pouvoir s'adapter. Et quelquefois aussi patienter. Donc, quelquefois, je fais des trucs que j'ai pas envie de faire. Et quelquefois, il y a des journées où je me suis embêtée, où j'ai fait des trucs pas intéressants. Et c'est pas grave parce qu'il faut aussi patienter. Et ça, c'est quelque chose que je remarque aussi, donc quelquefois avec les jeunes, c'est que on n'a plus cette patience. Si je m'embête, j'arrête. En fait, alors que, on galère. Dans mes études, j'ai galéré. Aujourd'hui, encore dans mon travail, et des fois vraiment où je passais des journées, par exemple, dans des fichiers Excel, à faire ce qu'on appelle data crunching. Mais
c'est pas agréable du tout, mais c'est pas grave parce qu'on apprend. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on apprend toujours. On peut apprendre. Ce qu'on peut apprendre, c'est tout simplement être patient et de l'endurance. Ça, on peut apprendre aussi. C'est quelque chose qu'on apprend en faisant des choses qu'on n'aime pas, justement. Si on fait que des choses qu'on aime bien, on n'apprendra jamais à être endurant. Alors, vous travaillez, donc ça c'est votre travail, mais votre engagement dépasse un petit peu votre lieu de travail. Racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous êtes presque né, on va dire, dans ce qu'on appelle l'engagement social, l'altruisme, etc. Est-ce que vous confirmez ce que je viens de dire? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi été éduqués toujours un peu à regarder ce que les autres ont et essayer d'aider. Et c'est vrai que déjà toute petite, ben voilà, c'était quelque chose qui était ancré en fait dans nos valeurs. Et je pense que c'est important. Et quand on... Enfin, là, on a parlé de ma carrière professionnelle et c'est quelque chose qui me définit, c'est quelque chose qui m'a construit, qui continue à me construire aujourd'hui. Mais là où va mon cœur, c'est vraiment dans l'engagement associatif. Et quand si je dois changer un sujet de conversation, ça va toujours être celui-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut changer les choses, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, comment est-ce qu'on peut vraiment travailler avec les jeunes qui sont l'avenir de notre société. Vous choisissez un public cible dans votre engagement aussi. Hein, voilà, on va regarder en fait les personnes qui ont le plus besoin. Alors moi, on regarde les personnes qui en ont le plus besoin. Mon créneau, c'est l'éducation, la culture. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, justement, mes engagements associatifs ont toujours été plus là-dedans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup les populations d'origine marocaine, mais c'est pas forcément ça la cible, en fait. C'est-à-dire qu'on... Et quand vous dites ça, comment est-ce que concrètement, est-ce que vous mettez sur pied des projets pour les jeunes? Ben, en fait, disons, comment je le fais, c'est simple. En fait, on a une idée, que ce soit moi ou quelqu'un de l'équipe, et puis ensuite, on va faire en sorte d'avoir les moyens pour l'avoir. Donc, c'est le concept d'empowerment, donc c'est un peu se rendre autonome soi-même et pouvoir se mobiliser pour nos propres besoins. C'est l'autodétermination. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que on peut voir une situation et juste s'en plaindre, et puis on peut la voir et voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Et c'est pour ça que voilà, que ça soit avec Al Sahanout où on travaille vraiment sur la culture, les discriminations, faire monter aussi des jeunes sur scène, ce qui est vraiment quelque chose de très important. Donc quand on organise par exemple le festival En Avant Jeunesse, on fait monter des jeunes sur scène et c'est eux qui prennent la parole, qui disent ce qu'ils ont envie de dire, et aussi ils apprennent à le dire, c'est-à-dire qu'ils ont une posture, ils ont la voix qui va avec, le non-verbal qui va avec. Tout est travaillé donc voilà, en parallèle. Hein. C'est le contenu et la forme. Mettre le jeune en avant, avoir osé en tout cas s'affirmer, quelle que soit l'origine ou quelle que soit cette conviction. C'est un petit peu votre motif. Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait on est tous égaux. Et donc, il suffit de repartir de chacun. Je pense que chacun a un talent. Et donc, regarder ce que chacun a comme affinité. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait des études, moi, je n'aime pas mettre l'accent dessus parce que certains peuvent être très heureux sans avoir fait d'études. Et ce n'est pas forcément un critère de bonheur. Et je pense que ce qu'il faut viser dans la vie, c'est plus le bonheur que la richesse matérielle, en fait. Et c'est pour ça que, voilà, donc là, je vous ai parlé d'Al Sahanout. On veut aussi créer un centre. Madame Hawash, peut-être quelques mots sur Ras El Hanout, hein, vous le dites parce que vous y êtes presque né aussi. En famille, c'est aussi un projet familial avec votre frère Salim Hawash. Ras El Hanout, un petit peu, c'est une troupe, c'est une dynamique, c'est quoi encore? Donc Ras El Hanout, c'est vraiment c'est des troupes de théâtre. C'est une association qui avait joué il y a plusieurs années, dont en effet Salim Hawash, qui est mon frère, en est le président. Et le but, c'est vraiment de pouvoir travailler sur la condition socio-économique des minorités. Donc, on va faire des pièces de théâtre qui n'ont pas pour vocation juste de faire rire. Elles ont une vocation de faire rire. Elles font rire. Mais disons que la première pièce de théâtre qu'on a faite, c'était vraiment faire passer un message. Et on ne s'attendait même pas au succès qu'on avait eu. En fait. C'est-à-dire que pour nous, c'était tout le processus de construction de la pièce qui est important. C'est-à-dire, on avait fait des interviews, c'était basé surtout sur le racisme à l'époque. Donc, on avait fait des interviews, demandé à des personnes de raconter leur discrimination, de raconter leur vécu. Et donc, le processus de création de la pièce est très important, quelquefois même plus important que la représentation elle-même. Et donc, il y a tout cet aspect-là, vraiment création et pouvoir dénoncer des choses. Et aussi, ce qui est génial avec le théâtre, c'est de pouvoir utiliser l'empathie. Donc, que les autres personnes s'arrivent à se mettre à notre place. Et donc, une des activités qu'on fait aussi, c'est le théâtre-action, c'est-à-dire où les personnes peuvent monter elles-mêmes sur scène et interagir et jouer le rôle de la personne. Donc, c'est facile quelquefois de critiquer, de dire non, il faut faire ça.
Mais quand on est dans la situation même, c'est autre chose. Et donc moi, par exemple, quand j'avais joué une des pièces, la première pièce qui était Fruits étrangers, j'avais eu des personnes, par exemple, qui avaient étudié avec moi et qui ne comprenaient pas pourquoi je ne voulais pas enlever mon foulard. Et qui, en allant voir la pièce, m'ont dit, mais maintenant j'ai compris. Et ça, donc une pièce de théâtre avait beaucoup plus de pouvoir pour faire comprendre les choses aux gens que les dialogues qu'on avait. On avait eu des dialogues, on avait eu des débats, mais la personne n'avait pas compris. C'était le fait de voir quelque chose, de ressentir les émotions, de ressentir ce que nous on ressent en fait. Et donc c'est là que le travail de la Sahanat est super important. Et il y a aussi donc tout l'aspect jeune, donc de faire rentrer des jeunes, de les faire monter aussi en compétences par rapport à certaines prestations. Et donc ça c'est super important. Et puis aujourd'hui le projet phare qu'on a, c'est la création du centre éducatif culturel L'épicerie. Voilà, qui existe maintenant, donc, voilà, depuis quelques mois, qui a ouvert. Ouais. Peut-être quelques mots sur ce centre. Oui, donc en fait l'épicerie, nous en fait on a bien mangé. Hein. Donc là c'est Hanout, mélange d'épices, l'épicerie, un mélange d'épices aussi. Et donc en fait c'est vraiment l'idée, c'est de réunir. Donc c'est à Molenbeek, c'est près du canal. C'est de pouvoir avoir un espace de vie, d'échange pour les jeunes, par les jeunes. Donc on aura, et on a d'ailleurs aujourd'hui déjà des représentations de théâtre, dont j'en profite pour parler de Bab Marrakech qui se joue ce week-end, donc le week-end du 15 et également le week-end suivant du 21. Il se joue sur place, donc à l'épicerie, oui, maintenant. Donc on a ouvert, maintenant on a une salle de théâtre où voilà, il y a des pièces de théâtre. Il y a également l'aspect formation de titre dont je parlerai un peu plus tard, je pense. Et donc il y a tout l'aspect éducation. Il y a également une autre ASBL qui s'appelle Ancrer des familles où ils font des ateliers parents-enfants. Et donc il y a d'autres ASBL aussi qui arrivent progressivement, qui s'inscrivent un peu dans ce lieu pour pouvoir vraiment créer un lieu polyvalent où le jeune peut se développer. Ateliers, voilà, des ateliers de développement, de l'éducation, de la culture, de l'empowerment, un accueil aussi pour les parents. Et l'idée c'est vraiment qu'on ait par exemple un accueil qui sera toujours ouvert, où les gens pourront venir n'importe quand. Donc n'importe qui peut venir. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire qu'on aura un espace ouvert où les jeunes pourront venir et voilà, s'approprier l'endroit. Et donc aujourd'hui ce lieu est construit vraiment grâce aux donations en fait des gens, du public. On n'a pas de subside qui finance la création de ce lieu. On peut se demander pourquoi d'ailleurs, surtout dans le contexte actuel où voilà, on va investir quelquefois pour du sécuritaire, mais on ne va pas investir sur le long terme en fait, donc sur les jeunes. Donc on n'a pas de subside qui finance l'épicerie. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup les gens qui donnent. D'ailleurs, on a encore besoin. Donc les gens qui nous regardent, n'hésitez pas à aller sur l'épicerie et aller voir le projet et voir un petit peu le résultat. Ouais. À propos de résultats, est-ce que vous pouvez déjà dire, puisque l'épicerie, enfin Haras El Hanout en tout cas, existe depuis quelques années maintenant, est-ce que vous avez un suivi des jeunes que vous avez, qui ont fréquenté l'épicerie Haras El Hanout et qui ont joué? Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a une réussite échec, hein, je ne crois pas, mais est-ce que... C'est clair, en fait, donc c'est un processus qui se travaille sur plusieurs années. Mais aujourd'hui, par exemple, on a un des animateurs, Ayoub, je te salue, qui était un de nos anciens jeunes. Et donc, il est passé maintenant animateur. Et c'est lui-même qui anime des groupes de jeunes. Et donc, il y a clairement un impact. Et on a des liens, quelquefois, qui sont très forts avec les jeunes qui restent pendant plusieurs années. Après, quelquefois, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui viennent pour une saison et puis qui repartent. Mais souvent, lorsqu'on a besoin, en fait, d'aide... Dans leur vie sociale. Dans leur vie, évidemment, ça change beaucoup parce que... Je sais pas, des personnes qui étaient en échec scolaire et qui reprennent des études, ou qui ont décrochage plutôt, qui reprennent des études, voilà, qui ont un autre chemin grâce à ce passage... Oui, parce que ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de pouvoir réorienter les jeunes. Donc, par exemple, il y a des SBL qui se travaillent sur le décrochage scolaire spécifiquement, et donc de pouvoir identifier, là, il y a un besoin, est-ce que nous, on est capable d'y répondre ou pas? Et donc, si on pense qu'il y a une autre structure qui sera plus adaptée, on les met en contact. Il y a aussi beaucoup le rôle des modèles positifs. Donc, en fait, c'est-à-dire que quand les jeunes, souvent... sont en recherche. Je pense qu'on est tous toujours en recherche continuelle en fait de modèles. Et donc quelquefois les mettre en contact simplement avec des modèles qui sont inspirants, ça permet de les orienter, de leur montrer que finalement les horizons peuvent être beaucoup plus élargis que ce qu'ils ne pensent. Et je pense que là par exemple il y a tout un processus qui est super important
qui est vraiment l'identification des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit des modèles de ce qu'on appelle réussite, et j'ai toujours réussite en guillemets parce que la réussite signifie pas forcément le bonheur. Je pense que la réussite, c'est vraiment l'épanouissement personnel des personnes, qu'importe le niveau en fait socio-économique. Mais c'est très important parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas forcément beaucoup de modèles issus de l'immigration. Voilà, donc en fait. Vous choisissez quand même des modèles pour lesquels le jeune s'identifie. Oui, et donc là, pour ça, là je saute sur l'ASBL Teen où on fait ce qu'on appelle les Meet Your Future. Donc on organise des sessions avec les jeunes et avec ce qu'on appelle les référents. Donc c'est des personnes un peu moins jeunes. Pas trop, voilà, mais un peu moins jeunes et qui ont un certain parcours scolaire qui peut intéresser les jeunes. Donc on va les faire quelquefois dans les maisons de quartier. Et donc ça va être un jeune qui sort de la même maison de quartier, dans les écoles, un jeune qui est issu de cette école-là et qui, quelques années plus tard, voilà ce qu'il est devenu, qui raconte un peu son parcours. Et là, c'est en termes de dialogue, quand on capte les dialogues qui sont là, c'est super intéressant parce que c'est beaucoup de « Ah, mais je ne pensais pas que c'était possible ». Et ça, c'est super intéressant. Enfin, une fois, on a eu un pilote, par exemple, qui sortait d'un quartier complètement défavorisé et qui était là. Qui est venu exposer son expérience, son parcours. Qui parlait comment il avait fait. Et voilà, enfin, c'était improbable. Mais moi, j'étais là, pilote, carrément. Et voilà, ça ouvre un peu ça ouvre vraiment les horizons, en fait. Et ça, je pense, c'est vraiment très important pour nos jeunes, en fait. C'est-à-dire que quelquefois, et ça, c'est aussi un processus qu'ont souvent les personnes... justement ici des minorités, c'est se mettre des barrières soi-même. Donc les femmes se mettent aussi également de barrières. Donc les femmes, par exemple, aujourd'hui, n'ont pas forcément les mêmes salaires que les hommes, mais souvent c'est elles-mêmes qui se mettent la barrière. J'ose pas demander la promotion. Tiens, toi, sois heureuse déjà que tu aies un boulot. Enfin, un peu tous ces mécanismes où on se contente de peu et qu'on s'auto-discrimine soi-même, en fait. Alors, justement, avec ces jeunes, vous avez... des résultats, hein, vous avez dit des cas que vous pouvez concrètement décrire, quelqu'un qui a réussi et qui maintenant est modèle pour d'autres jeunes. Est-ce que ça existe dans votre... Oui, on en a. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils s'inscrivent d'abord en tant que bénévoles. Donc, par exemple, un exemple pour la SBL Teen, donc on fait des formations donc, au sein de la Teen Academy. Et donc là, on a un suivi, parce que chaque samedi matin, on a une formation, on a 5 formations en parallèle sur des domaines spécifiques. Et aujourd'hui, par exemple, comme on est dans Femmes au pluriel, on a une des formations qui est adressée au leadership au féminin. Donc une des formations est non mixte, c'est que pour les femmes. Et aujourd'hui, les 2 coordinatrices, parce qu'on travaille beaucoup en forme de binôme, les 2 coordinatrices de cette formation sont 2 anciennes destinées. Donc ce sont 2 filles qui se sont inscrites dans le programme de formation en tant que jeunes, qui ont suivi le programme de formation et maintenant aujourd'hui c'est elles qui le gèrent. Et donc ça je trouve moi personnellement que c'est génial parce que du coup il n'y a personne mieux qu'elles qui pourrait gérer ce projet-là parce qu'elles l'ont vécu de l'intérieur en fait. Et donc souvent c'est un peu ce processus où d'abord ils s'inscrivent en tant que bénévoles et puis après font évoluer la SBL selon leurs besoins, mais du coup c'est très proche des besoins des jeunes parce que c'était juste il y a quelques années en fait. Et donc personnellement je pense que une des plus grandes réussites qu'on peut avoir c'est d'avoir une implication citoyenne des jeunes qui sont passés par chez nous. Parce que le fait de pouvoir faire des études ou avoir un travail, c'est très très bien, mais avoir une implication citoyenne, là je pense qu'on va beaucoup plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, avoir une implication citoyenne? C'est-à-dire que pour moi, et c'est ma conception, mais avoir juste un travail, s'occuper de sa famille, je pense que c'est aujourd'hui pas assez. Ce n'est pas assez. Il faut avoir une implication citoyenne, il faut être engagé dans la société, il y a tellement à faire. Quelquefois, enfin moi le soir, quelquefois je pense et je me dis purée, mais il faudrait travailler sur ça. Et je veux dire, il y a tellement de choses à faire que je pense qu'on ne peut pas se contenter de juste satisfaire ses propres besoins personnels et qu'il faut vraiment travailler dans la société, qu'importe les domaines. Donc certains vont, moi par exemple, je suis plus sur l'éducation et la culture. D'autres personnes vont plus travailler sur les personnes les plus démunies. D'autres personnes juste pour les personnes à l'étranger qui ont vraiment du mal à survivre des fois. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est super important que nous soyons tous impliqués dans la société dans laquelle on vit, parce que c'est comme ça qu'on peut construire un meilleur vivre ensemble et une meilleure société, et qu'on pourra mieux défendre nos droits à nous aussi. On parlera de Teen dans quelques instants. Juste avant ça, peut-être votre parcours de comédienne, parce que non seulement vous avez créé plein de choses au sein de Ras El Hanout, mais vous y êtes comédienne. Comment est-ce que c'est inévitable quand on fréquente
le centre. On se retrouve quelquefois sur scène, on ne comprend pas ce qu'on fait là. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'était plus un peu... je me dis, ah, pourquoi pas. Et puis, j'y ai pris goût et je trouve que c'est... Enfin, j'y ai beaucoup appris déjà personnellement, parce que ça apprend à se tenir, parler avec le ventre. Hein, surtout pour les femmes, quelquefois, c'est un peu difficile de parler avec le ventre. Et donc beaucoup pas se prendre trop au sérieux, jouer d'autres rôles, se mettre à la place des autres. Et puis aussi c'est vrai qu'au début les gens étaient un peu, enfin nous on a commencé il y a quelques années déjà, étaient un peu étonnés de voir une troupe constituée de personnes d'origine étrangère avec des femmes en plus qui en plus moi je joue au piano, donc jouer au piano sur scène c'était souvent les gens pensaient que vous êtes pianiste, c'est vrai, oui, dans votre parcours. Amateur. Oui. Mais et c'est vrai que par exemple par rapport au piano, moi au début j'étais super énervée parce que enfin, je passais des heures à répéter mon piano et souvent les gens me disaient ah ben enfin ils pensaient que c'était faux, enfin c'est-à-dire que je ne jouais pas, sachant qu'il y avait un vrai piano. C'est un peu frustrant de. Ben oui, et alors qu'il y avait un vrai piano, je joue devant eux, mais en fait tellement ils pouvaient pas associer mon image avec le fait de jouer au piano qu'en fait ils dissociaient les deux, ils disaient mais non mais elle fait semblant. En fait il y a quelque part l'instrument qui joue. C'est dû aux préjugés qu'on a ou... Oui, mais les préjugés aussi de notre communauté, hein, parce que souvent c'est notre communauté qui catégorise les personnes. Et voilà, alors du coup quelquefois je disais bah, je vais faire que des fausses notes, comme ça on va savoir que c'est moi. Mais c'est vrai que c'était... Vous avez affirmé donc votre... Oui, c'est ça, quelquefois je disais c'est faux, ah c'est moi. Votre statut de pianiste oui, aussi, donc, ça. et de comédienne. Alors les sujets qui reviennent souvent, que vous traitez au sein de Ras El Hanout, vous l'avez dit, hein, c'est le racisme, c'est les discriminations, mais est-ce que c'est tout, est-ce que c'est quelque chose qui doit toujours être collé au personnage d'origine étrangère? Bah, pas forcément, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a un peu le challenge, c'est-à-dire de se dire on doit se mobiliser sur évidemment ce qui nous touche directement, mais après être invité, par exemple, que ce soit par rapport aux médias, être invité que par exemple pour parler, parce que j'ai le foulard, que pour parler du foulard, ou parce que je suis d'origine marocaine, que pour parler des problèmes liés aux jeunes d'origine étrangère. C'est ultra réducteur. Et donc je pense que c'est important de se positionner sur autre chose. Par exemple, justement, la pièce qui se joue ce week-end à l'épicerie, Marrakech, eh ben, en fait, là, on est dans autre chose. C'est-à-dire qu'on parle de la relation entre un père et son fils, qui sont quelquefois très compliquées, et c'est pas que dans notre communauté. Et en fait, le comédien, donc Ismaël Aklal, est un comédien vraiment génial. Enfin, pour moi, c'est le meilleur comédien. Enfin, je veux dire, un des meilleurs, comme ça, je ne fais pas de jaloux par rapport au reste de la troupe, mais donc il est vraiment extra. Et lui, par exemple, c'est un seul en scène, il joue énormément de personnages. Et donc, il raconte un peu son vécu avec tous des personnages qui viennent un peu partout dans Bruxelles, et qui ont tous des accents différents, d'origine étrangère, qui sont chacun là un peu dans leur monde. Et donc là, on n'est pas uniquement sur tout ce qui est discrimination, racisme, on est plus aussi dans la diversité bruxelloise et dans une relation familiale entre un père et son fils. Et donc, je pense que c'est important, parce que c'est vrai que de notre nature, on va parler beaucoup de ça. Mais par exemple... quelquefois, moi, ça me dérange parce que, bon, il y a aussi l'initiative Bruxelloise et Vallée, on fait des capsules vidéo sur des filles qui portent le foulard. C'est une initiative que j'ai co-lancée avec Maureen Wachen. Et aujourd'hui, on me contacte beaucoup plus dans les médias pour parler de ça, plutôt que de parler de l'épicerie, de Teen, des jeunes, du salon qu'on organise ce week-end. Et ça, moi, ça me frustre, parce que j'aimerais bien qu'on se focalise sur les choses importantes, c'est-à-dire l'éducation de nos jeunes, notre avenir, plutôt qu'uniquement à chaque fois reparler du foulard. C'est-à-dire que justement, je rigolais aujourd'hui en disant, bah, si le salon Mind, donc qui est le salon de la jeunesse bruxelloise, on avait fait un salon pour le foulard islamique, eh ben, on aurait eu tous les médias qui m'auraient appelé, alors qu'aujourd'hui, il n'y a aucune interview. Voilà. Alors que vous, justement, à travers toutes les activités que vous faites, hein, votre parcours d'ailleurs, vous voulez que ce voile soit invisible. Vous voulez qu'on vous connaisse, vous, Ihsan, Hawash, comédienne, pianiste et autres, ingénieur. Oui, et donc en fait, moi, le meilleur feedback que j'avais eu il y a quelques années, c'était quand une des directrices dans un département où j'étais, on lui avait parlé de moi et on lui disait la fille qui porte le foulard. Ah oui, donc. Et elle comprenait pas elle savait pas de qui on parlait. En fait, ça faisait des mois que je travaillais dans son département et elle n'avait jamais remarqué que j'avais un foulard. Et pour moi, c'est ça. Ça, c'est vivre ensemble. Pourquoi elle n'a pas... Parce qu'elle regardait, tout ce qui l'intéressait, c'était mes compétences. C'est tout. On est dans un cadre du travail, ce qui m'intéresse, c'est les compétences des gens. C'est tout. Et donc, elle s'en foutait complètement de savoir mon origine, ma religion, elle s'en foutait. Et souvent, on nous vient, par exemple, au foulard, on dit oui, mais
allez, c'est vous qui vous montrez votre religion. Non, enfin, en mettant le foulard, je ne suis pas en train de crier je suis musulmane. C'est vous qui voyez ça. Donc quand on regarde aujourd'hui, si on veut regarder le ciel et qu'on va regarder les nuages, on va voir les formes qu'on veut voir. Donc il faut arrêter on ne va pas reprocher au ciel qu'il y a un ours alors que quelqu'un d'autre dit que c'est un chat. Enfin, et donc c'est un peu ça en fait le souci, c'est-à-dire qu'on voit que ce qu'on veut voir et ensuite on commence à créer des polémiques et des débats qui sont complètement ridicules et on passe à côté de l'important. Donc je pense qu'aujourd'hui, à la place de passer du temps à parler par exemple sur le Burkini, si on passait un peu plus de temps à parler sur l'éducation de nos jeunes. Savoir qu'aujourd'hui on a un vrai problème par rapport aux écoles, que la Belgique est lynchée de toutes parts par rapport au niveau d'enseignement, et pourtant qu'est-ce qui est fait concrètement pour lutter à ça? Il y a une crise dans l'enseignement. Oui, il y a une vraie crise, et finalement on passe d'énergie à créer des polémiques inutiles, plutôt que lorsqu'on a des initiatives qui sont constructives, qui visent à un meilleur vivre ensemble, qui visent à l'inclusion et dans l'intégration, à l'inclusion de toutes les populations, qui visent justement à se mettre ensemble autour de la table et discuter, là finalement on a très peu de retours. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment pathétique. Et là, c'est un signal directement envers les personnalités politiques et également envers le monde médiatique, où on s'intéresse finalement qu'à je dirais des foutaises en fait, et de faux débats. On se crée des problèmes et ensuite on fait des polémiques. En tout cas, ça reste votre combat, celui de s'affirmer en tant que personne, en tant que citoyenne, plutôt qu'en tant que voilée. Oui, ça fait partie de mes identités et c'est pour ça que justement dans Bruxelloise et Voilée, ce qu'on fait, c'est lors des capsules vidéo. On demande à des filles de se présenter. Quelques mots sur Bruxelloise et Voilée, donc que vous êtes l'initiatrice, la co-initiatrice avec Mohamed Ouchen, qui est aussi comédien et animateur. Un peu bien connu d'ailleurs. Il a une émission à la télévision et autres. Donc peut-être Bruxelloise et Voilée, pourquoi? En fait, l'idée, c'est tout simplement de lutter contre les stéréotypes dont sont victimes les femmes qui portent le hijab et utiliser l'art, parce que je suis convaincue que l'art est le meilleur moyen en fait, de faire passer les messages. Et donc, c'est une initiative artistique et militante. Donc, elle est artistique et elle est militante. Les deux aspects sont très importants. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait des capsules vidéo de filles qui portent le hijab, qui vivent à Bruxelles et qui parlent de tout, sauf de leur foulard. Et donc, l'idée, c'est juste de montrer à quel point elles sont différentes et qu'on ne peut pas toutes nous mettre dans une case juste parce qu'on a ce facteur hijab et qu'au final, on est toutes très différentes. Et on ne leur demande pas pourquoi elles ont mis le foulard parce qu'elles n'ont pas justifié par rapport à ça, parce que ce n'est pas notre problème en fait. Et on leur demande juste de se présenter, de dire pourquoi elles aiment Bruxelles, qu'est-ce qu'elles aiment dans Bruxelles. Et voilà, et donc c'est pour ça que je disais, voilà, on a lancé cette initiative qui est très très bien et qui a une plus courte durée de vie que par exemple Teen, où on parle beaucoup moins dans les médias de Teen que de Bruxelloise et Voilée, parce qu'elle m'a voilé dedans. Et c'est là où, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que les médias ont une importance par rapport au sujet d'actualité. Donc, soit on les traite, soit on les nie. Vous voulez en tout cas ne pas mettre l'accent sur les faux problèmes, comme vous l'avez dit, c'est bien ça. Alors parlons de ces femmes qui ont donc enregistré, donc c'est tous des parcours de femmes qui sont enregistrées dans quelques minutes. Vous en faites partie en tant que chef d'équipe. J'étais la Kobe. La Kobe. Mais sinon, il y a des architectes, il y a des avocates, des sociologues, des économistes, des anthropologues, mais aussi des femmes de ménage, des institutrices, des assistantes sociales. Voilà, ces personnes, ce sont des personnes que vous connaissiez, des personnes que vous avez choisies en fonction de leur parcours. Comment est-ce que ça s'est passé dans le choix de ces séquences vidéo? Au début, on est vraiment parti de notre réseau, donc les personnes qu'on connaît, pour pouvoir faire les tournages, donc c'est un par mois. Et puis c'est vrai qu'on a essayé d'aller le plus possible pour avoir une plus grande diversité en fait, des profils. Et donc ce qu'on veut, il n'y a pas vraiment de critères. En fait, c'est tout simplement être une femme qui porte le foulard, qui vit à Bruxelles. Les deux dominateurs communs, c'est Bruxelles et le hijab. C'est tout simplement leur demander de s'exprimer et justement ne pas être dans cette logique élitiste où on va aller chercher que des personnes qui ont bac plus 10 et qu'en fait, tout simplement, c'est des personnes qui sont épanouies. On a des mamans, on a des toutes jeunes qui commencent leurs études. Et donc, il n'y a pas vraiment de critères, si ce n'est leur diversité, en fait. Et ce n'est pas par rapport à leur réussite sociale non plus? Non. Non. Vous n'avez pas voulu ça aussi? Non, parce qu'on ne veut pas justement, c'est pas du tout quelque chose d'élitiste en fait, on veut vraiment parler de ce qu'elles sont. Des femmes? Des femmes.
des parcours de femmes. Voilà, exactement. Différentes. Qui ont deux dénominateurs communs, mais tout le reste, ça les distingue. Alors, quel est l'impact de ces vidéos? Est-ce qu'elles sont visionnées? Elles sont pas mal visionnées, donc chaque vidéo est environ visionnée 4000 fois. Et donc c'est pour dire qu'il y a vraiment un buzz derrière, parce qu'au final on fait des vidéos, on les poste, mais on ne fait pas de publicité payante, on n'a pas une campagne com pour les diffuser. C'est vraiment sur les médias sociaux. Pas la promotion de quoi que ce soit? Non, ça se diffuse tout seul en fait. Et donc l'idée, c'est que c'est un mouvement citoyen. Donc c'est pour ça. Enfin, c'est pas une association où il y a une hiérarchie, etc. C'est vraiment un mouvement citoyen. Et donc il y a des filles qui nous rejoignent de plus en plus. Au fil du temps, ça va devenir un mouvement exclusivement féminin. Et donc de plus en plus de filles qui nous rejoignent, et donc on construit comme ça en fait. C'est vraiment, ça se voit vraiment comme un mouvement, et il n'y a personne à la tête, et ça se crée. Peut-être demain il y aura les joies dévoilées, enfin voilà, on veut juste que ça se diffuse le plus possible, et que ça se partage, et surtout qu'on garde un peu ce côté découverte des personnes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, enfin, souvent les personnes qui sont les plus racistes n'ont jamais rencontré de personnes d'origine étrangère, et donc se dire voilà, eh ben, on va venir à vous. On va vous montrer qui nous sommes à travers justement les médias sociaux, et utiliser un peu ce vecteur qui aujourd'hui est très puissant. En fait, et vous avez des réactions de personnes? Vous avez eu des appels ou des personnes qui ont voulu en savoir plus sur ce mouvement ou... Oui, beaucoup. On a beaucoup de commentaires, positifs et négatifs. On a des personnes qui, j'ai l'impression, qui n'ont pas d'autre chose que de s'acharner et d'écrire toujours les mêmes commentaires super réducteurs. Mais globalement, c'est pris assez positivement. Et ça se diffuse beaucoup, en fait. Donc aujourd'hui, enfin, oui, on a beaucoup de personnes qui nous posent des questions, des filles qui disent « Ah, moi j'aimerais bien témoigner ». Et donc voilà, on se voit, on fixe un rendez-vous et on fait ça. Alors, vous nous direz un petit peu la suite de ce mouvement, qui, comme vous dites, il est informel pour le moment, mais qu'on peut retrouver sur Internet. On tape bruxelloise et voilée. Voilà. Et on peut avoir donc ces séquences, faire connaissance avec des femmes, un petit peu des parcours de femmes comme Madame Tout le Monde, ou Mademoiselle Tout le Monde, et pas seulement Madame voile ou hijab. Voilà, c'est bien ça? Oui, d'accord. On parle de Teen. Teen, c'est aussi quelque chose que vous avez fondé. Co-fondé, voilà, avec 3 autres personnes. D'accord. Alors, comment est née l'idée? Enfin, c'est un peu la suite logique, on va dire. Voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça, la suite logique du parcours. Donc, c'est une association qui est toute jeune, elle a juste 3 ans. Mais alors, disons, TYN, ça veut dire Talented Youth Network, donc le réseau de la jeunesse talentueuse. C'est écrit TYN. Et c'est également donc, le figuier en arabe et une sourate du Coran. Donc d'ailleurs, l'idée du mot TYN est venue de la sourate de TYN. Et donc en fait, j'avais pas fait le rapprochement, mais oui, hein, souvent on le fait pas, mais en fait c'est vraiment c'est venu comme ça. Enfin, l'inspiration vient de là. Et donc en fait, l'idée c'est vraiment d'un peu. Ce qui était intéressant dans le nom de notre association, c'est que il était simple et joli, et puis aussi il reflétait notre diversité, nos origines méditerranéennes. Où le figuier, c'est un arbre qui pousse beaucoup en région Méditerranée. Ce pont entre l'Afrique et l'Europe, un peu, et puis il y a pas mal de valeurs en fait autour de cet arbre qui sont l'autonomie, la résistance. Donc c'est un arbre qui pousse tout seul en fait, et qui a une multitude de fruits. Et donc toute cette diversité autour et toutes ces valeurs autour de cet arbre qui ont fait que voilà, ça nous a inspiré pour le nom de notre ASBL. Et puis ça faisait aussi référence à teen comme teenagers, les adolescents en anglais. Et voilà, donc l'idée de cette ASBL, c'était vraiment de travailler sur le développement des jeunes, donc les jeunes étant toujours au centre, à travers la confiance en soi, qui est indéniablement un facteur d'émancipation, et l'implication citoyenne. Comme on en a parlé un peu plus tôt, pour moi c'est très très important. Et donc on fait des formations au sein de la Teen Academy. Donc nos formations sont extra-académiques en fait, donc ça s'inscrit en dehors du cursus scolaire, et on veut surtout travailler ce qu'on appelle les soft skills, donc en fait tout ce qui est plutôt attitude, savoir-être. Et puis il y a donc des visites de campus aussi qu'on fait, donc pour un peu les mettre dans le bain, les mettre découvrir les écoles supérieures, les universités, voilà. Un peu casser les mythes qu'il y a quelquefois autour des universitaires. Et puis des rencontres internationales pour inspirer l'exemple. Et puis le salon annuel, le salon Mind, qui est donc un salon qui a pour but de réunir une trentaine d'ASBL qui travaillent dans le domaine de la jeunesse à Bruxelles. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une sélection d'ASBL en fonction de celles qu'on juge pertinentes. Donc les ASBL
postulent pour faire partie du salon Mind. Et puis, en fait, on regarde en fonction de la pertinence, de la qualité du travail et la complémentarité des ASBL les unes avec les autres. Et donc, quand on rentre en fait dans le salon, qui aura lieu donc ce samedi 15 octobre sur le site de Tour et Taxi. Il est divisé en 4 quartiers. Quartier, donc, un peu, job. Voilà, donc on a le quartier. Donc ça, l'idée, c'est qu'on rentre dans un mini Bruxelles qui est dédié aux jeunes. Et puis quand on rentre, on commence par My Solidarity, donc un quartier qui réunit des ASBL qui travaillent dans le domaine humanitaire, à Bruxelles ou à l'étranger. Et puis on va dans My Job, donc tout ce qui est orientation professionnelle. My Study, donc orientation études. Et pour les études. Et puis My Energy, donc tout le reste en fait, tout ce qui est formation, théâtre, tout ce qui est formation justement, développement personnel des jeunes en fait. Donc on a le sport aussi qui peut se retrouver dedans. Et donc l'idée c'est voilà, de se balader là en famille. On a beaucoup de parents en fait qui viennent, qui amènent leurs enfants, les plus petits aussi, pour un peu regarder ce qui se passe, en quoi est-ce qu'ils peuvent s'inscrire en fait, quelle est l'offre bruxelloise pour les jeunes en fait. Et l'idée c'est aussi, parce que donc c'est un salon en 2 jours, donc on a le samedi 15 octobre qui est ouvert à tout le monde, à partir de midi, et puis on a le vendredi 14, qui celui-là est réservé aux ASBL qui participent au salon. Et donc l'idée c'est de travailler ensemble, pour travailler, pour partager l'expertise de tout à chacun et de créer des projets en commun, de travailler vraiment sur les synergies. Parce que donc Bruxelles, ça regorge d'initiatives. Je trouve ça génial en fait, qu'on a une ville où au niveau associatif, ça bouillonne. Le souci, c'est qu'on ne travaille pas forcément les uns avec les autres. Et donc l'idée, c'est de coordination entre les projets en tout cas. Voilà. Parfois, quelquefois on fait la même chose l'un à côté de l'autre. Et donc l'idée, c'est de se mettre ensemble, d'apprendre à se connaître et de pouvoir créer des choses ensemble. Il y a de la place pour tout le monde dans le domaine de la jeunesse. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc mettons-nous ensemble, mettons nos compétences ensemble et travaillons ensemble pour les jeunes. C'est le 3e, vous réitérez pour la 3e fois donc ce salon, ce week-end consacré aux jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez dire des 2 derniers? Quel est le résultat, le bilan que vous en faites? Très positif. Donc, on a eu environ 1000 personnes sur les 2 éditions. L'étonnement, j'ai justement de voir beaucoup de familles qui venaient. Donc ça, je trouve ça vraiment très très positif parce que du coup, on voit les parents qui sont de plus en plus impliqués dans l'éducation des enfants. On a des nouvelles ASBL cette année, donc on essaie toujours de varier, de sortir de nos réseaux, de regarder un peu ce qui se fait un peu ailleurs. On a on fait du coup ça a une certaine réputation, donc on a de plus en plus d'ASBL qui viennent elles-mêmes nous demander. Et donc cette année, par exemple, on a dû refuser les ASBL, question de timing, ou question de qualité de travail, ou question de redondance. Donc si on a une ASBL qui travaille déjà sur un domaine, qui était là avant, voilà. Donc voilà, c'est très positif. On vise vraiment à développer de plus en plus. Plus de 1000 visiteurs l'année dernière. Donc on espère que le 15 octobre, samedi, il y en aura le double. C'est pour les jeunes, c'est pour les enfants. C'est en tout cas pour avoir une vue un peu plus positive et un peu plus encourageante, je dirais. C'est ça, donc on est vraiment dans de la construction positive ici. Et pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment améliorer les choses pour nos jeunes. C'est notre avenir à tous. Et donc travaillons ensemble et regardons comment on peut aider. C'est un beau mot de la fin, mais je vais quand même vous le laisser dire le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Ihsan Hawache, à toutes les personnes qui nous regardent et voilà, leur donner rendez-vous aussi samedi? Voilà, donc j'ai envie de dire rendez-vous samedi 15 octobre pour le salon Mind. Soutenez l'épicerie, donc le centre et l'épicerie. Soutenez le centre et l'épicerie, soutenez la Sahanout. N'hésitez pas, le nom de la campagne, c'est les petits pardon. J'oublie le nom de la campagne, mais bon, bref, c'est avec les ruisseaux et la rivière. Les petits, ça fait quelque chose de grand. Mais donc, petit ruisseau donne des grands fleuves. Voilà, merci. Voilà, c'est exactement ça. Donc n'hésitez pas, aidez-nous. Enfin, on a besoin de votre aide à tous pour aider en fait la société et aider nos jeunes, aider notre communauté. On en a vraiment besoin. Donc travaillons ensemble, soyez un peu solidaires et Inch'Allah, tout se passera très bien. Merci beaucoup, Ihsan Hawache. L'émission Femmes au pluriel touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission très prochainement. D'ici là, soyez heureux et heureuses.